Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps avec moi Savaria au micro. On a eu un très gros problème qu'on ne comprend toujours pas. On s'entendait plus, les micros fonctionnaient pas, puis là on n'est pas sûr que ça va fonctionner, mais on va essayer de la faire quand même. Donc aujourd'hui, je reçois Nadine Auclair qui va nous parler de Berlin sous la guerre froide. Et encore une fois, mais via les stations de métro fantômes de Berlin-Est. Donc, c'est très intriguant. Puis, on se disait que peut-être les fantômes, ils étaient venus nous perturber notre enregistrement. Donc, bonjour Nadine. Bonjour. Après les stations de radio fantômes, on va parler des stations de métro fantômes. Ouh. Ensuite, il y a Brinta Konesha-Chandra qui nous parle des attaques raciales aux États-Unis faites par les Dot Busters contre notamment les immigrants indiens dans les années 80 au New Jersey. Donc, c'est un mouvement raciste que je connaissais pas personnellement, un autre malheureusement. Bonjour Brinta. Bonjour. Et pour terminer l'émission, Camille Gauvin nous revient avec une autre femme badass et révolutionnaire péruvienne qui mérite sa place dans l'histoire comme étant pas mal plus que la femme de. Et on parle de Hilda Gadea. Bonjour Camille. Bonjour. Et à la régie, il y a Marie-Laurence qui règle nos problèmes. Et aujourd'hui, elle voulait nous parler de l'anniversaire d'un événement marquant de Montréal, le bed-in de John Lennon et Yoko Ono. Mais vu nos petits problèmes techniques, on va se le garder pour une autre fois. Hein? Ça va? Mais bonjour Marie-Laurence quand même. On t'aime pareil. Allô Marie. Donc, on va poursuivre tout de suite avec Nadine sur un espace urbain divisé, Berlin, pendant la guerre froide. Ben oui, aujourd'hui, je vous emmène dans les profondeurs de Berlin à l'ère de la guerre froide. Ça sonne trépidant, hein, comme ça. Mais non, en fait, je vais vous parler de ce qu'on appelle les Geistbahnhöfe. Donc, je vous mets au défi à la maison de le dire 3 fois en ligne. Donc, Geistbahnhöfe, qu'est-ce que c'est, mis à part être un mot allemand particulièrement sexy? Eh bien, ce sont des stations de métro. Mais ce ne sont pas n'importe quelle station de métro. Je vous laisse en suspens là-dessus et je vous fais d'abord un petit prologue. Donc, on est après la Deuxième Guerre mondiale et Berlin est en pleine reconstruction. Pardon, je suis un petit peu perturbée parce que moi, je m'entends plus, mais c'est pas grave, je vais parler quand même. Donc, on est après la Deuxième Guerre mondiale, Berlin est en pleine reconstruction. Et une des priorités pendant la reconstruction, c'était le réseau de transport en commun. Donc, on voulait reconstruire rapidement un réseau efficace pour que les Berlinois et les Berlinoises puissent se déplacer facilement à Berlin. Parallèlement, on est à l'époque où l'Allemagne est en train de se diviser en deux. Donc, on a la RFA capitaliste qui est en train de se créer à l'ouest et la RDA socialiste qui est en train de se créer à l'est. La ville de Berlin, elle est directement divisée. Donc, on a une partie est et une partie ouest à Berlin aussi. À ce moment-là, le mur n'est pas encore construit, mais la division va déjà poser des problèmes, entre autres pour la gestion des transports en commun. En fait, ce qui arrive, c'est que Berlin-Est et Berlin-Ouest ne s'entendent pas sur la gestion des transports en commun. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la compagnie en 2 compagnies. Une qui va être gérée par l'Ouest, qui va s'appeler la BVG, et l'autre qui va être gérée par l'Est, qui va s'appeler la BVB. Donc, chacun va gérer leur ligne. Donc, imaginez, c'est comme si à Montréal, la ligne orange était gérée par la STM et la ligne verte par une autre compagnie. C'est comme ce qui se passe sur la Rive-Sud avec les autobus, en fait. Ah oui, je ne savais même pas. Il y a beaucoup de compagnies, c'est merveilleux. Ah oui, on salue les gens de la Rive-Sud. On leur souhaite bon courage également. Mais bon, je sais pas sur la Rive-Sud, je sais pas à Longueuil, mais à Berlin, pour les usagers, en fait, ça changeait pas grand-chose. Donc, chaque personne pouvait... les Berlinois de l'Est ou de l'Ouest pouvaient emprunter l'un ou l'autre des lignes de chacune des compagnies. Mais tout ça, ça va changer avec, à votre avis, Maude, Marie-Laurence, Brinta, Camille? Le mur de Berlin. Le mur de Berlin, exactement, qui a été construit en quelle année, Marie-Laurence? 61! Et Marie-Laurence a utilisé son ricochet avec Maude. Donc, ça fait une chronique là-dessus! Oui, c'est vrai. Au mois de janvier, je pense, d'ailleurs. Donc, bref, la construction du mur en 1961 va venir bouleverser tout ça. Donc, on se souvient, le mur qui va venir enclaver la partie ouest de la ville et on ne pourra plus circuler d'est en ouest à Berlin. Le centre-ville, lui, fait partie de Berlin-Est, mais au nord et au sud du centre-ville, c'est Berlin-Ouest. Et il y avait 3 lignes de transport en commun, donc 2 métros et un S-Bahn. Qu'est-ce que c'est un S-Bahn? C'est un genre de REM.
Donc, il y a ces 3 lignes-là qui passent à travers le centre-ville, qui est à l'est, pour rallier le sud et le nord. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 lignes-là qui passent à travers Berlin-Est, mais qui sont gérées par les métros de l'Ouest? Eh bien là, on va se retrouver avec une situation à tout le moins inusitée. Donc, on va accepter de laisser les métros et le S-Bahn circuler dans les tunnels, mais ils ne seront plus autorisés à s'arrêter dans les stations qui se trouvent dans la partie Est. Donc, pour Berlin-Est, en fait, c'est une façon de se faire de l'argent, hein, parce qu'en fait, Berlin-Ouest va payer pour emprunter ces tunnels-là. Donc, les métros passent, ils ne s'arrêtent plus aux stations. Mais qu'est-ce qui arrive avec les 15 stations qui étaient desservies autrefois par ces 3 lignes-là? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les condamner, donc elles ne seront plus accessibles aux Berlinois de l'Ouest, et elles vont être gardées par des soldats frontaliers. Au fil des années, on va entretenir les rails, hein, parce que quand même, c'est un service qu'on loue à quelqu'un, mais on va pas entretenir les stations en elles-mêmes. Donc, les stations abandonnées vont dépérir tranquillement, pas vite, et vont devenir pas mal moches. Mais les trains de l'Ouest, remplis de passagers de l'Ouest, vont continuer à circuler dans ces tunnels-là. Et ce sont d'ailleurs les usagers de ces trains-là, en fait, donc les Berlinois de l'Ouest, qui vont donner le surnom aux stations de Geisterbahnhöfe. Donc, qu'est-ce que c'est Geisterbahnhöfe? Geister, c'est le pluriel du mot fantôme. Bahnhöfe, c'est le pluriel du mot gare ou station dans ce contexte-ci. Donc, Geisterbahnhöfe, ce sont des stations fantômes qui sont situées géographiquement à Berlin-Est, mais dans lesquelles les métros de Berlin-Ouest peuvent circuler. Donc là, je vous illustre la situation en faisant une analogie avec le métro de Montréal. Donc, imaginez, je sais pas, vous partez de Square Victoria et vous habitez sur le plateau. Donc, vous prenez le métro en direction Montmorency sur la ligne orange. Vous arrivez à la station Place d'Armes et à la station Place d'Armes, il y a un message conducteur qui vous dirait « Dernière station à Montréal-Ouest ». Ensuite, le train passerait les stations Champ-de-Mars, Berry-UQAM, Sherbrooke et Mont-Royal sans s'arrêter. Chacune de ces stations-là serait vide, serait délabrée, abandonnée, et il y aurait des soldats en uniforme et armés aussi qui vous regarderaient passer. Donc, imaginez un peu comment ça devait être étrange pour les Berlinois de l'Ouest comme expérience. Ouais. Je sais pas, en tout cas. C'est déjà étrange quand tu passes à Baudry en ce moment, là, puis qu'il y a ouais, c'est ça. C'est vrai. Là, ajoute les gardes en uniforme. Ben oui. En plus, c'est tout pour te rassurer. Un beau film d'horreur. Tout à fait. Donc ça, ce sont les Geisterbahnhöfe vus de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui arrive avec l'extérieur de ces fameuses stations fantômes? Est-ce que les Berlinois de l'Est voient ces stations-là? Oui et non. En fait, les stations sont toujours là, mais les autorités vont s'arranger pour les dissimuler ou les faire oublier. Donc, on va enlever les panneaux qui signalent la présence des stations, on va condamner les entrées en laissant une porte en acier, verrouillée évidemment, pour que les gardes et les employés d'entretien puissent accéder aux stations. Le but, en fait, c'est de faire disparaître ces stations-là des consciences. Donc, on veut qu'elles deviennent invisibles, on veut vraiment couper tous les liens avec l'Ouest. On veut que l'Ouest soit même pas une option en pensée pour les Berlinois de l'Est. Parce que j'imagine que les tunnels, ils se rendent à l'Ouest. Hein? Oui, ils se rendent à l'Ouest, exactement. Puis ça peut aussi, on veut prévenir les évasions aussi, on veut vraiment couper tout contact. Et grosso modo, ça va relativement marcher. Donc, vu que les bouches de métro ne ressemblent plus à des bouches de métro, les gens ont juste fini par ne plus y porter attention. Donc, ils ont fini par ne plus les voir. Donc, ces stations-là, du point de vue des Allemands de l'Est, ont disparu du paysage urbain. Il y a aussi il y a aussi justement, comme on disait, un petit effet dissuasif. Là, si tu vois plus les Geisterbahnhöfe, ça t'enlève la tentation de t'enfuir. Parmi les Geisterbahnhöfe, il y a des stations qui, aujourd'hui, sont des stations assez importantes aussi à Berlin. Donc, on a entre autres la station Potsdamer Platz, la station qui, aujourd'hui, elle s'appelle Brandenburger Tor. Donc, c'est là qu'il y a le monument, la porte de Brandenburg, avec la figure allégorique, les chevaux, le char. Là. Vous voyez de quoi je parle? Carte postale. Et on a la station Alexanderplatz, où il y a aujourd'hui la grosse TV Tower, que vous avez vu aussi sur les autres cartes postales. Je vous nomme pas toutes les stations, évidemment, parce qu'il y en a 15, ça serait long, mais je vous en parle d'une dernière qui s'appelle la station Nordbahnhof. Donc ça, c'est un cas particulier.
Normalement, les stations, on les appelait les stations frontalières quand elles étaient les dernières stations avant la frontière. Donc, si par exemple, il y a une station, après ça, on attend 250 mètres et on tombe en Allemagne de l'Ouest, ben cette station-là va être considérée comme une station frontalière, mais pourtant, elle n'est pas directement sur la station. Ce qui est particulier avec Nordbahnhof, c'est que Nordbahnhof est directement sur la frontière. Donc, quand on parle de l'édicule nord qui donne accès à la station, ben, il y a carrément une sortie qui mène à l'ouest et une sortie qui mène à l'est. Si vous êtes à l'ouest et que vous entrez dans la station, ben, vous allez descendre des marches et vous allez vous retrouver devant un mur, en fait. Donc, ils ont vraiment barricadé ça. Si vous êtes à l'est, vous pouvez pas accéder à l'édicule nord parce qu'il est dans la zone frontalière et la zone frontalière, elle est interdite et hautement surveillée. Mais vous allez pouvoir passer de l'autre côté. Donc, il y a une entrée, il y a un édicule sud aussi, qui est condamné, bien sûr, mais ça peut être tentant pour ceux et celles qui voudraient tenter de s'enfuir. Donc, pour être bien certain de prévenir ces potentielles évasions-là, la station de Nordbahnhof va être particulièrement lourdement barricadée et surveillée. Donc, pour vous donner une idée, si jamais vous vouliez vous enfuir de Berlin-Est par la station Nordbahnhof, il vous aurait fallu franchir 6 murs et 6 portiques en acier. Wow. En plus des systèmes d'alarme installés dans le tunnel et des Juste à gardes côté qui du surveillent. mur aussi de Berlin. Oui, exactement. Donc, ça donne pas très envie. En tout cas, moi, ça me donne pas envie. Parlant d'obstacles pour éviter les évasions, on va parler des évasions, parce qu'il y en a eu quand même, hein, des Allemands de l'Est, des Berlinois de l'Est courageux et ingénieux, tout à fait, qui se sont essayés pour s'enfuir par ces métros-là. Donc là, d'après vous, hein, question quiz, pas quiz, mais quiz. On salue les quiz, le dit, on fait pas de discrimination. Donc, d'après vous, qui sont les mieux placés pour essayer de s'enfuir par les métros? Les gardes. Les gardes, 10 points pour Serre d'Aigle. Yeah! Tu t'es souvenu? Oui, je m'en suis souvenu, ouais. S'il y a une chose que je connais dans la vie, c'est l'Allemagne de l'Est et Harry Potter. Aucun lien entre les deux, cela dit. Donc, le 22 juin 1963, il va y avoir 3 soldats frontaliers qui sont affectés à la station Heinrich-Heine-Straße qui vont réussir à s'enfuir successivement. Donc, en fait, ce qui va arriver, c'est que le premier, il était à son poste et à un certain moment, il a juste disparu. Le deuxième est parti à la recherche du premier et il n'est jamais revenu. Ensuite, le troisième est parti à la recherche des 2 autres et il n'est jamais revenu non plus. Oh. Donc, il y a 3 personnes. Il y en avait un quatrième qui restait, qui n'était pas dans le plan? Pas à ma connaissance, okay. Non, mais ça aurait été drôle quand même que ça se rende même jusqu'à 15. Mais non, l'anecdote, malheureusement, va devoir s'arrêter à 3. Et pour éviter en fait que ça arrive à nouveau, les autorités vont installer des petits bunkers dans les stations fantômes. Donc là, maintenant, les gardes vont être enfermés pendant leur surveillance. On repassera pour la sécurité incendie, mais ça les empêche de les enfuir. Aussi, dans une autre station, il va y avoir un chef d'unité, donc un caporal carrément, qui va s'assigner lui-même à une garde de nuit et qui va sauter sur la voie, qui va se mettre à courir, il va parcourir 250 mètres pour atteindre Berlin-Ouest. Donc, quand tu fais ton propre horaire, tu choisis les heures où il n'y a pas de train. Hein? Donc, c'est pratique. Une autre catégorie de personnes qui est bien placée pour s'enfuir, ce sont... les conducteurs de train. Presque les employés à la maintenance, en fait, des métros. Donc, les employés du réseau. Et là, je vous raconte l'histoire de Dieter Wendt. Donc, Dieter Wendt, qui est un employé du réseau de transport de Berlin-Est. Donc, il connaît bien les souterrains, hein, forcément. Et il savait, là, écoutez bien, là, parce que c'est pas très radiophonique. Donc, il savait qu'il y avait un tunnel qui reliait les voies de la ligne U2 et U8. Donc, les deux passent proches et il y a un tunnel transversal qui relie les deux. La ligne U2, elle est opérée par l'est. La ligne U8 est opérée par l'ouest. Donc là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en mars 1980, il va rejoindre sa famille et la famille de son cousin à la station Klosterstrasse, qui est une station du réseau de l'Est, donc ils y avaient accès. Donc les deux familles se rejoignent là-bas et Dieter Wendt va les escorter incognito jusqu'au fameux tunnel qui relie les deux lignes. Par contre, dans le tunnel, le tunnel est coupé par une partition de mur en acier qui avait pour fonction d'empêcher les inondations. Mais au-dessus de la dite partition, il y avait une sorte de chambre qui était verrouillée de l'extérieur.
Donc, Dieter Wendt va dire à tout ce beau monde-là, sa famille et la famille de son cousin, de monter dans la chambre et d'attendre. Pendant ce temps-là, lui va revenir sur ses pas. Il va accéder à une des stations fantômes, parce qu'il avait le droit d'y accéder puisqu'il était un employé. Et il va aller rejoindre sa famille dans le tunnel, mais en venant de l'autre côté. Donc, il peut déverrouiller la porte. Donc, il a ouvert la porte. Et tout ce beau monde-là vont passer justement dans le tunnel U8 qui est desservi par Berlin-Ouest. Et bon, là, Dieter Wendt, en toute sécurité, va faire des grands signes dans le tunnel pour en fait se faire voir par l'opérateur de la rame de métro qui s'en venait. Et ça va fonctionner. Donc, l'opérateur, très surpris, va s'arrêter et va faire monter les deux familles directement dans la cabine d'opération et les deux familles vont réussir à s'enfuir comme ça. Wow. Donc, hein, une belle petite histoire, mais ce ne sont pas toutes les histoires, malheureusement, qui vont se conclure aussi bien que celle de Dieter Wendt. Mais on peut terminer sur celle-là. Ouais, on termine sur celle-là. Parce que le temps passe. Ben oui, tout à fait. J'ai oublié de mettre mon chrono, c'est mon problème. c'est ça. Mais c'est super intéressant, Nadine, mais on va terminer sur celle-là. Oui, tout à fait. C'est bien. Marie-Laurence, est-ce qu'on est capable d'aller en musique? Oui, certainement. Le son fonctionne, c'est qu'on n'a pas d'image en fait, mais on peut entendre la musique, on peut entendre vos douces voix sans problème. Parfait. Alors on s'en va en musique avec Lou Adrienne Cassidy et la chanson Poussière. On perd souvent nos bumpers. Soit on roule, soit on s'écarte. On avance plus lent qu'on pense. Quelque chose nous dépasse les pulsions du corps. Passe vite les faux départs. Passe les jours en jachère, les amours amers. Sort dehors, on respire mieux. Quand on pourra faire de mon corps un collage de poussière. Quand j'aurai habité mon corps, enfin je saurai quoi faire. Perdre des plumes en automne. Prendre le large en été. À cheval entre deux mondes, nos cœurs sont des ballons, sont d'éléphants de nos ventres. Sonder les creux du miroir. Je pleure en alligator, je m'apitoie sur mon sort. Dehors, on respire mieux. Quand on pourra faire de mon corps un collage de poussière. Quand j'aurai habité mon corps, enfin je saurai. Quand on pourra faire de mon corps un collage de poussière. Quand j'aurai habité mon corps, enfin je saurai quoi faire. Enfin je saurai quoi faire. De retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro et on espère une régie qui fonctionne bien maintenant et qui n'était pas du tout la faute de Marie-Laurence, je précise. C'est une bonne job, Marie-Laurence. La console qui était toute déréglée et on ne savait pas. Donc il a fallu la régler sur le tas.
avec très peu de savoir. Hein. On reste des historiennes et non pas des techniciennes. Donc voilà, on va poursuivre tout de suite avec Brinta qui nous fait découvrir un autre groupe raciste aux États-Unis, comme s'il en manquait dans l'histoire des États-Unis. Donc celui-là, il s'est attaqué particulièrement à l'immigration indienne. Ouais, c'est ça. Donc je vais vous parler des Dodgebusters, donc un groupe qui a commis des attaques raciales délibérément contre une quinzaine d'Indiens entre juin 1987 et février 1988. Mais avant de parler de qu'est-ce qui s'est passé exactement, je vais revenir à l'histoire de l'immigration indienne aux États-Unis pour vraiment contextualiser tout ça puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Au niveau de l'immigration, en 1924, on a le Johnson Act qui est présent, puis donc il y a un système de quotas pour l'immigration. Donc selon les origines, on aura un certain quota, et donc l'immigration indienne, puis c'était vraiment un quota qui était très réduit. Et à partir de 1965, on a l'Immigration and Naturalization Act qui passe, et c'est une nouvelle politique d'immigration basée sur la réunification familiale et surtout les compétences. Donc on a une nouvelle forme d'immigration qui apparaît avec notamment beaucoup d'immigrants issus de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Donc on a une transformation de l'immigration. Donc en 1990, on a à peu près 16% d'immigrants issus de l'Union européenne et 31% qui sont issus du continent asiatique, tandis qu'avant 1965, c'était à environ 6% d'immigrants issus du continent asiatique. Donc, avant 1965, on a déjà une communauté qui est présente d'immigrants issus du Japon, de la Chine, et après 1965, donc par exemple, on a des pays tels que Vietnam, Corée, puis aussi l'Inde, et on voit dans j'ai le terme qui m'échappe, census. Dans les statistiques. Les statistiques, le recensement. Ouais, le recensement que l'immigration indienne est en constante augmentation depuis 1965 avec l'immigration japonaise. C'est comme vraiment les deux pays majeurs. Donc en 1970, par exemple, on a 76 000 immigrants d'origine indienne qui sont aux États-Unis. En 1980, 387 000, 1990, 815 000 et 2000, 1 679 000. Donc vraiment constante augmentation. La première vague d'immigrants d'origine indienne va se spécialiser dans le secteur économique des white collars, donc dans tout ce qui est éducation et santé. Et ce groupe de population n'a pas tendance à s'installer dans les enclaves ethniques comme la majorité des immigrants européens. Par exemple, on a Little Poland, Little Germany, Greektown, etc. Mais ils vont avoir plutôt tendance à s'installer en banlieue dans des espaces où on a des habitants qui sont socio-économiquement semblables. Donc ils vont s'installer dans des villes post-industrielles, donc sur la côte est à New York City, New Jersey par exemple, au sud avec le Texas, Midwest, Michigan, Illinois et Ohio, et à l'ouest en Californie. Donc on a une stratification socio-économique dans la communauté. Sauf que à partir des années 80, on a vraiment une brèche avec une deuxième vague d'immigration d'origine indienne, et c'est une immigration qui est plutôt différente. Donc on a la moyenne du salaire qui baisse, le chômage qui augmente avec une récession économique à cause de la récession économique. Donc on a différents jobs qui vont se développer, par exemple les propriétaires de dépanneurs, de stations essence, les taxi drivers, les propriétaires de restaurants, etc. Et en même temps, c'est à ce moment-là qu'on a tout ce qui est les enclaves ethniques, les spatial clustering qui vont vraiment se former, parce que ces espaces vont devenir des espaces de solidarité, de culture, également de réunification linguistique, etc. Donc c'est aussi des espaces de survie, parce que par exemple les communautés vont se tourner vers d'autres membres de la communauté pour avoir des prêts et ouvrir des petites affaires comme des épiceries, des boutiques de sari, de bijouterie, de vêtements, etc.
Qu'est-ce qui se passe à Jersey City? Jersey City, c'est une ville composée de classes ouvrières majoritairement issues de différentes vagues d'immigration, et c'est une ville qui attire les nouveaux arrivants par sa proximité à New York City et parce qu'il y a des logements qui sont moins coûteux et plus accessibles. En 1987, la population de Jersey City est de 223 000 et on dénombre environ 9 000 à 10 000 immigrants indiens dans la ville. La plupart arrivent justement suite à la loi sur l'immigration de 1965 et ils vont s'installer autour de Journal Square, Central Avenue et des villes avoisinantes à Jersey City telles que Hoboken et Passaic. Et la communauté immigrante indienne va commencer à acheter des nouvelles résidences, à avoir des affaires le long des principales artères, et on va voir peut-être un processus de gentrification aussi qui commence. À l'intérieur de la communauté indienne ou dans cette dans la ville? Okay. Dans la ville. Puis c'est ça. Alors, on a aussi des rancœurs et des tensions qui s'accentuent au fur et à mesure. Et on a un docteur indien qui, pour le Hinduism Magazine Today, publié en 1989, qui remet en cause justement tout le spatial clustering. Il va dire, je cite, "A good many of the Indian Hindus don't seem to want to integrate. There's a big cultural gap. People consider them clannish. We see a build-up of isolated Indian." Là, on reste entre eux. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mixité sociale. C'est ça. Puis, faut savoir qu'au sein même de la communauté, il y a des divisions socio-économiques, puis il y a du mépris aussi entre ceux qui sont issus de la première génération d'immigrants, par exemple ce docteur, et la deuxième vague d'immigration où ils vont plus être peut-être dans des petites affaires, etc. Donc, là, dans cette citation, moi, je vois beaucoup de mépris puis de division aussi à l'intérieur de cette communauté. On a aussi certains résidents de Jersey City qui sont des Caucasiens qui vont dire au New York Times, "These people come over here and get 10,000 to start a business." Donc déjà de la jalousie qui se fait ressentir. Et le maire de Jersey City pense que ce sont ces tensions et ressentiments qui ont précipité et mené vers les actes violents, qu'il y a un animalistic approach to territorial domain. En gros, on voit l'arrivée de ces nouveaux immigrants comme une invasion. Autant de la part des Blancs que des anciens immigrants. Ouais, c'est ça. Et en octobre 1987, le New York Times va publier un article où ça regroupe une collection d'entrevues avec les membres de la communauté indienne qui soulignent avoir dû abandonner les marqueurs ethniques tels que les saris, les bindis pour ne pas se faire remarquer. Donc on voit dans tous ces entretiens que la communauté est saisie par la peur, l'incompréhension, la paranoïa aussi. Ils disent par exemple "Why they kill us? We are Americans too." Mais il y a une pression à s'américaniser ou à se blanchir, ouais, c'est ça, par exemple. C'est ça, d'assimilation, puis exactement. Et en fait, tous les incidents qu'on va avoir, par exemple, en septembre 1987, on a Navroz Modi qui est allé boire un verre à Hoboken, qui est attaqué par un groupe de personnes hurlant Hindu, Hindu. Son ami caucasien a eu aucune attaque, puis il a sombré dans le coma, puis il est décédé quelques jours plus tard. En septembre 1987, on a Barrett Patel qui est frappé par un tuyau métallique lorsqu'il dormait chez lui à Jersey City. Il n'y a eu aucune arrestation suite à cela parce qu'il se souvenait pas de ce qui s'est passé. Dans son lit? Non, il était en coma après. Donc, il a comme... On n'a pas eu suffisamment de sources comme pour pouvoir arrêter des personnes. En juin 1988, il y a eu Jakaria Kirid qui a été suivi par un groupe d'individus et frappé. Également, on a eu des insultes comme Dirty Hindu. En juin 1988, 2 jeunes Indiens ont vécu la même chose et finalement, quelques mois plus tard, Malkit Singh a été tué par balle à Jersey City. Et tous ces incidents ont eu lieu une fois que le journal local a publié une lettre signée par les Dotbursters, dont je vais vous citer un extrait. Qu'il y a un peu, qui est aussi dans la pub. Look, let's cut the small talk. We will go to any extreme to get Indians to move out of Jersey City. If I'm walking down the street and see a Hindu and the setting is right, I will hit him or her. We use the phone books and look up the name Patel. Have you seen how many of them there are? Do you walk down Central Avenue and experience what it's like to be near them? Well, we have, and we just don't want it anymore. Publié en septembre 1987 dans le Jersey Journal. Il y a un extrait qu'on pourrait remplacer hindou par
juifs ou par musulmans et musulmans et ça serait des choses qu'on verrait à d'autres moments dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Et le Hudson County District Attorney admet que les suspects n'étaient probablement pas appréciés. Que les suspects n'appréciaient probablement pas la communauté indienne, mais que ces attaques ne sont pas des attaques de haine raciale. Et on en doute. Ouais. Et là, faudrait prendre ce que le psychologue américain Gordon Alpert soutient que dans un contexte de violence et de haine raciale, on identifie cinq éléments. Tout d'abord, tout ce qui tourne autour du préjugé. Donc les stéréotypes créés autour d'un groupe, par exemple les job stealers, les gentrifiers ou bien les hindus, etc. Ensuite, on a la deuxième étape, tout ce qui est violence verbale. Donc on a des attaques verbales, des insultes. Troisième étape, violence physique. Donc des actions de discrimination directe ou indirecte, donc d'exclusion et de ségrégation. La quatrième étape, c'est quand le mouvement attire des individus connexes qui voient une légitimité dans la haine et les actions qui sont perpétuées par ce groupe. Et enfin, quand les actes de violence sont justifiés parce que justement il y a un groupe organisé qui offre un soutien moral, financier et informationnel. Et ce qui définit même un crime de haine, c'est quand il est motivé par sa différence, par la différence du groupe, donc que ce soit l'ethnicité, la classe, le genre, l'orientation sexuelle ou la religion. Et un crime de haine commence toujours par une agressivité verbale et à 75% se termine en violence physique. Et quand on regarde les événements pour les Dogbusters, les 5 points sont remplis. Donc ça a commencé par des stéréotypes autour d'un groupe, puis ensuite les attaques verbales, puis les attaques physiques. Et ensuite aussi, toutes les attaques n'ont pas été acclamées par les Dogbusters. C'est des groupes qui, en fait, il y a eu d'autres membres connexes qui sont autour de ça, qui ont en fait vu une légitimité d'attaquer en fait l'immigration indienne parce qu'il y a eu cette lettre qui a été publiée, parce qu'il y a eu cette première... Ça leur a donné la permission de laisser aller leur pulsion raciste. Et exactement. De le voir dans les médias, c'est un peu de dire comme c'est correct. Ouais, c'est dangereux en fait. Oui, et les 5 points que tu viens nous dire, c'est à retenir pour avoir un bon point de vue critique pour ce qui se passe aujourd'hui aussi. Exactement. C'est très très important. Mm-hmm. Donc merci de nous les avoir partagés. Ouais. Puis je voudrais terminer avec une citation comme Alpert souligne que quand de nouveaux immigrants venaient s'installer et réussissaient, entre guillemets, je cite, they arouse fear and jealousy in the majority group. Ethnic riots often occur along the boundary or when one group begins to move in on the other. Puis ça se voit dans toute l'histoire des États-Unis. Là, on voit ces groupes de haine raciale, puis ces attaques qui sont encore là aujourd'hui. Oui, parce que le bien d'un groupe veut absolument dire le mal d'un autre dans la tête des suprémacistes blancs. On va exactement. On n'aura pas peur des mots aujourd'hui. Merci beaucoup, Brinta. On n'aura pas le temps pour des questions. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, mais sinon, on peut aller tout de suite en musique, Marie-Laure. Oui, on écoute Superstition de Choses sauvages. J'ai crevé ton troisième œil, brûlé tes superstitions, enterré dans un cercueil, la plus jolie des prisons. Je ne crois pas aux sorcières, aux fantômes et aux prières. Si tu veux, je t'emmène au cimetière, cracher sur la tombe de mon père. Arrête de pleurer, finis les histoires. Si je ferme les yeux, c'est pour mieux te voir.
retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro. Et pour terminer notre émission, Camille nous transporte un peu partout en Amérique du Sud et en Amérique centrale pour nous parler de Hilda Gadea, une femme de gauche. Et Caraïbes aussi. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une autre femme révolutionnaire péruvienne, Hilda Gadea. Pour continuer dans la même veine que de ma précédente chronique, et pour ceux et celles qui l'auraient manqué, c'était au sujet de Micaela Bastidas. Donc, je vais me faire un peu de pub. Mais pour le moment, j'ai décidé de nous rapprocher un peu plus de notre période et que l'on connaît aussi un peu plus, c'est-à-dire les luttes latino-américaines du 20e siècle. Alors, vous connaissez tous et toutes Ernesto Che Guevara. On a entendu parler de lui un peu. Hasta la Victoria siempre. Exactement, donc un héros de la révolution cubaine et une des figures les plus importantes de la gauche. Mais on oublie vite en histoire, de manière intentionnelle ou non, de parler de celles qui sont souvent derrière ces grands héros. J'insinue pas ici qu'elle est à l'origine de toute la politisation du Che, mais qu'elle a été très probablement l'un des personnages qui a permis à Guevara de s'impliquer dans la lutte anti-impérialiste. Alors, qui était Hilda Gadea? C'est une économiste péruvienne révolutionnaire née à Lima le 21 mars 1921 et décédée à La Havane le 11 février 1974. C'est aussi la première femme de Che Guevara. Et je vais... Tu peux te rapprocher de ton micro. Et je vous donnerai plus tard les conditions de leur rencontre. Et pour l'instant, je vais vous parler de elle en tant que militante. Donc, c'est une femme qui, dès la première heure, s'est jointe au mouvement militant dans son collège. Elle est notamment reconnue pour avoir participé dès un très jeune âge aux marches contre la dictature du général Oscar Benavides, qui a gouverné le Pérou de 1933 à 1939. Donc, Hilda avait moins de 20 ans à l'époque. Elle s'est inscrite par la suite à l'Université nationale de San Marcos, qui est l'une des universités les plus vieilles d'Amérique du Sud. Elle va devenir économiste, ce qui lui permettra plus tard de travailler comme telle à l'Institut de la promotion pour la production au Guatemala après son exil du Pérou et qui lui permettra de rencontrer par ailleurs Guevara. Mais c'est à l'Université de San Marcos qu'elle commence à exprimer plus sérieusement ses idées politiques lorsqu'elle devient représentante étudiante au conseil de l'université et participe au principe de la réforme. En 1948, alors qu'elle est diplômée comme économiste, elle devient la première femme élue au sein de l'exécutif national de l'Alliance populaire révolutionnaire américaine, dont l'APRA. L'APRA, ouais. Donc, l'implication étudiante, ça peut te mener à quelque part. Exactement. Et te marier aussi. Donc, l'APRA, c'est quoi? C'est un parti politique péruvien qui a d'abord été fondé à Mexico en 1924 et qui est créé dans l'intention d'exercer une influence dans plusieurs pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Et sa branche péruvienne est établie en 1930 et c'est un parti qui est assez de gauche et qui va porter au pouvoir en 1945 José Luis Bustamante au Pérou. Après avoir été interdite en 1934 et entre 1935 et 1945. Hilda et le mouvement s'inscrit surtout dans la lutte contre l'influence des États-Unis dans les pays d'Amérique latine, tout en préconisant aussi des politiques d'intervention étatique, donc des réformes agraires pour la plupart, aussi des interventions sociales, pour donner quelques exemples. Et c'est justement dans les années d'interdiction de l'APRA qu'Hilda va militer contre l'oligarchie du gouvernement de Manuel Prado, qui dirige le pays de 1939 à 1945. Durant ces années, les mouvements étudiants sont la base des protestations populaires d'opposition qui vont mener à la victoire du démocrate José Luis Bustamante, qui ce dernier va légaliser le parti jusqu'au coup d'État que va subir le Pérou en 1948. L'oligarchie militaire va renverser le gouvernement de Bustamante et c'est Manuel Odría qui va mettre en place une dictature militaire et déclarer l'ARPA illégale, tout en persécutant ses membres jusque dans les coins retranchés du Pérou, notamment à Arequipa. Donc, pendant ces années-là, il y avait des années que c'était légal, d'autres que ça ne l'était pas, puis là, le gouvernement se faisait renverser, donc ça a changé beaucoup. Là. Exactement, donc c'est un peu ça aussi qui se passe dans toute l'Amérique latine. Et c'est ça qui va mener à l'exil d'Hilda Gadea. C'est aussi ça qui va construire aussi sa politisation, donc tous les renversements des gouvernements démocratiquement élus par des oligarchies militaires. Et elle va demander l'asile du Guatemala à Lima, ce pays qui a connu une période démocratique de 1945 à 1950 pour après ça subir un coup d'État que l'on connaît par la CIA. Oui. Qui est menée par cette période démocratique elle est menée par Arevalo et par la suite en 1951 par Jacobo Arbenz. Arevalo va accueillir Hilda en 1948 et lui permettre de travailler comme économiste à l'Institut de la promotion pour la production. Donc ça va lui donner aussi
une certaine expérience au niveau du fonctionnariat étatique. Puis elle va travailler aussi économiste dans cette institution. Donc c'est une organisation créée par le gouvernement pour donner des crédits financiers aux paysans. Yadea, comme plusieurs autres leaders de l'ARPA, sont exilés au Guatemala pendant la même période. Ils ont créé ensemble le comité des apristas en exil et ils élisent Hilda comme secrétaire de l'assistance sociale. Donc on remarque aussi que Hilda a quand même une certaine reconnaissance dans ces milieux militants. De la part de ses pairs. De la part de ses pairs, exactement. Donc elle est très impliquée dans le militantisme de gauche, mais c'est aussi dans cette période qu'elle va se pencher vers l'internationalisation des luttes contre l'impérialisme et les dictatures. Donc au Guatemala, quand il va y avoir l'espèce de réforme agraire qui va se mettre en place par Jacobo Arbenz. Dans le fond, c'est quoi cette réforme agraire? C'est que Arbenz va demander, il va être aussi mandaté par les paysans pour rapatrier les terrains agraires qui sont souvent, qui appartiennent à la United Fruit. C'est une compagnie américaine qui fait surtout la distribution de bananes et qui s'est accaparé pas mal toutes les terres d'Amérique centrale. Et redistribuer les terres aux personnes qui les cultivent, en fait. Exactement. Aux travailleurs et travailleuses. Mais cette réforme se base surtout sur l'expropriation des parties, des plantations pour les rendre aux paysans et aussi rendre le but, c'est aussi de rendre le pays moins dépendant des États-Unis. Donc, ça s'inscrit aussi dans les luttes indépendantistes. Et c'est dans cette période qu'Hilda va manœuvrer au Guatemala pour rassembler le plus de militants latino-américains, donc péruviens, honduriens, cubains, etc. Tous et toutes passionnés par une grande idée de la révolution. À la fin de 1953, elle va rencontrer celui qui deviendra plus tard son premier mari, Ernesto Che Guevara, et l'introduire dans le cercle des milieux de gauche révolutionnaires. On raconte qu'Hilda avait beaucoup de talent pour faire rencontrer les exilés entre eux et les faire entraider dans leurs différentes luttes. Donc Guevara va rencontrer aussi les exilés cubains, qui va commencer à s'intéresser à la lutte contre Fuego Batista et aussi contre l'impérialisme américain. Elle joue un rôle un peu de pôle rassembleur. Exactement. Dans le milieu de gauche aussi. Donc, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du réseautage. Mais oui, non. c'est ça. Hein? Puis elle en avait des contacts. Et dans le fond, elle organisait beaucoup de parties, des réunions, des activités sociales afin que tout le monde puisse créer des alliances. Donc, nos deux tourtereaux partagent leur point de vue et leur expérience personnelle, sachant que Guevara a voyagé pas mal dans toute l'Amérique du Sud et a été un peu confronté à la pauvreté qui sévit ces pays-là aussi. Et ils vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre. Mais ils sont obligés de fuir le Guatemala à la suite du coup d'État orchestré par la CIA et au nom de la United Fruit et certains privilégiés pas trop d'accord avec la démocratie d'Arbenz. Ils vont se marier au Mexique en 1955 et auront une fille. Ernesto va s'embarquer au même moment pour l'invasion de Cuba à bord du bateau Granma, mais Hilda est contrainte de rester au Mexique afin de s'occuper de leur enfant. En décembre 1956, elle retourne au Pérou après 8 ans d'exil. Le gouvernement dictatorial d'Urria est fini et s'ensuit le gouvernement de Manuel Prado. Hilda s'en remet à nouveau à la militance auprès de l'APRA, qui est de nouveau légalisée, et lutte pour que le parti supporte et se solidarise avec la révolution cubaine. Hilda va essayer d'encourager depuis le Pérou la révolution dans la Sierra Maestra en organisant plusieurs activités militantes, donc des conférences de presse, des débats et surtout apporter son support moral et matériel pour les combattants à Cuba. Bien qu'elle avait l'intention d'aller rejoindre Ernesto à Cuba, ce dernier, juste après la victoire en 1959, lui raconte qu'il est désormais avec une autre femme et qu'il souhaite le divorce, ce qu'ils vont faire en mai 1959. Ça fait quelques années là, que c'était pas vu. Oui, exactement. Ils se sont écrits entre-temps, mais bon. Ça va pas très bien pour les relations. Hein? Exactement, surtout en pleine lutte. Oui, c'est ça, il était à guérilla. Donc, ils obtiennent le divorce, mais ils restent en bons termes et ils continuent à partager ensemble beaucoup d'idéaux. Donc, ils restent des amis. Mais pour la remercier de son aide précieuse et garantir leur amitié, Ernesto lui propose de venir vivre à Cuba, à La Havane, et lui donne un travail de haut fonctionnaire au sein du gouvernement cubain. Pour l'Institut de la réforme agraire, c'est une organisation qui s'occupe de construire de nouvelles maisons pour les paysans, de refaire une réforme agraire à Cuba. Elle reprend un peu le poste qu'elle avait eu au Guatemala. Exactement. Sous le régime. J'imagine qu'elle était douée. Oui. Donc, ça, faut se rappeler qu'elle est économiste. Ouais, hein, donc c'est ça. Exactement. Et
Après ça, Hilda va rompre avec le parti de l'APRA et va embrasser la cause de la révolution cubaine. Il faut dire que le parti s'était un peu éloigné de l'idéal des révolutions à l'époque pour se concentrer beaucoup plus sur des luttes nationalistes au Pérou, tandis qu'elle va beaucoup plus se porter pour les causes révolutionnaires communistes, entre autres, et toutes les révolutions latino-américaines. Donc, pour terminer, je dirais que j'étais quand même bien surprise de lire autant sur elle, donc tout ce qu'elle a pu faire, mais d'avoir très peu de littérature à son sujet. Dans le fond, il y a sa biographie qu'elle a fait pour Che Guevara, mais sinon, pour une femme avec autant d'expérience de vie, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles scientifiques. Donc, j'ai dû chercher à gauche et à droite un peu pour rassembler toute l'information. Et dans le fond, ça nous démontre un peu que les femmes qui ont participé à ce genre de lutte ont été complètement un peu silencées de l'histoire et qu'on leur redonne très peu tout le travail qu'elles ont fait. Et pourtant, elle a été un peu partout en Amérique latine. Exactement. Comme Che, comme Castro, qui ont été un peu partout, comme d'autres. Et surtout qu'elle a connu tout le monde et que personne n'a pensé à faire... Mais tout à l'heure, pendant notre réunion de pré-prod, j'ai fait la merveilleuse comparaison que Nadine a beaucoup aimée, qui, dans le fond, c'est comme Hermione. Exactement, c'est ça. C'est la femme intelligente qui rassemble tout le monde et qui leur dit quoi faire, mais qui n'est pas l'héroïne principale au final. Et Harry Potter serait mort dans le premier volume. C'est clair. Quand il buvait les potions, c'est pas dans le film, là, mais... Oui, clairement. Je sais qu'on fait pas de si en histoire, mais probablement que Che Guevara n'aurait pas eu... peut-être pas rencontré Castro ou quoi que ce soit si elle n'avait pas été... avoir eu une aussi forte relation avec Exactement. lui. Donc voilà. Super. Ben merci beaucoup d'avoir été là, Nadine, Brenda, Camille, Marie-Laurence. Merci Marie. Merci beaucoup de nous avoir sauvés. Merci à toi, Maud. Marie-Laurence, la salvatrice. Et je vais terminer l'émission en vous invitant dimanche, c'est le 26 mai et c'est la journée des musées montréalais. Donc, je vous invite fortement à aller visiter un musée que vous appréciez et qui est trop cher pour vous. Est-ce que vous en avez en tête que vous aimez beaucoup ou Je pense que je vais aller au musée d'art contemporain. Ah oui. Je sais pas, moi, l'exposition sur les araignées, là, je trouve ça intriguant. Oh my god! Moi, j'irais pas. Au Centre des sciences, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, c'est ça. Mais bref, c'est le temps d'y aller, mais je vous conseille de choisir un seul musée et de ne pas vouloir en faire plus parce que c'est une grosse journée pour tout le monde à ce moment-là et d'y aller avec beaucoup de patience. Donc, merci d'avoir été là. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter et partager notre émission. Vous pouvez nous écouter en live Facebook habituellement, pas cette semaine, et sur le site de choc.ca ou en balado sur votre application préférée. Bonne soirée! Au revoir.